Et bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre, on se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent OSINT sur osinforfun.eu. Et avant de commencer le 15e jour, je vais reprendre le 14e, parce que je ne l'avais pas réussi hier, mais nous avons Algo, un des créateurs, enfin Alain Godon, de son pseudo Algo, qui m'a donné une petite astuce, même une grosse astuce, une grosse aide pour ce challenge-là. Donc, le nom, si on se rappelle bien, on avait cette image-là, donc c'est une image d'illustration, le challenge qui s'appelait Joshua, donc c'était du 14 décembre. On nous disait, la première directive politique de la Maison Blanche concernant le piratage informatique aurait pour origine un film qui fit la clôture du Festival de Cannes. Donc, petit 1, quel est le nom du super ordinateur du film? Et petit 2, quand est-ce que cette directive a-t-elle été déclassifiée? Donc, le premier, je l'avais. C'était Whooper, donc si on cherche sur Google, par exemple, donc on a vu que c'était Wargames, donc Wargames, super ordinateur. Dessus, normalement, on va arriver sur la page Wikipédia et dedans, on a voilà, on va mettre Wargames Wiki, ce sera plus simple. Hop, Wargames. Si dedans, on cherche le supercomputer, on va voir qu'en fait, il s'appelle Whooper. Voilà. Donc vous pouvez retourner voir dans la vidéo d'hier, dans la 14, le jour 14, comment j'ai fait. Je vous l'ai montré. Et ensuite, ici, c'était le problème, c'est que j'arrivais pas à trouver la fameuse directive qui avait été déclassifiée. Et le problème, en fait, c'est que je crois que je l'avais pointé. Je savais qu'il me manquait une petite info, sauf que, comme à chaque fois, je me suis focus sur la mauvaise information qui était celle au niveau du CFAA, la Computer Fraud and Abuse Act. Sauf que ce n'était pas du tout là-dessus. Et du coup, si on regarde le commentaire que m'avait fait Alain, on voit que j'avais deux petites pistes qui étaient assez proches, et je peux traduire déjà première directive piratage informatique en anglais, et du coup on peut faire donc, cette recherche en complétant avec le nom du film. Mais il me dit que ça fonctionne aussi en français, et ce qui est drôle, alors, drôle entre guillemets, parce que pour le coup, moi, bon, j'étais un peu en galère, c'est pas très drôle pour moi, mais c'est que j'ai le lien, et presque la réponse à 4 minutes 02 de la vidéo et que tout cela me donnera une bonne directive, enfin, ça me donnera la bonne directive qui correspond à l'énoncé. Et du coup, après, le côté déclassifié, normalement, une fois qu'on a la directive, c'est assez simple à trouver. Donc, on va retourner là-dessus et on va voir un peu ce que j'ai loupé. Donc, si on reprend la partie de la vidéo où je parle de ça, j'avais mis Maison Blanche, euh, directive, piratage informatique, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais arrivé là-dessus. Donc, en fait, mon problème, c'est que je veux aller trop vite. Et du coup, je suis en mode, allez, faut que je résolve le challenge le plus rapidement possible. Donc, bah, je vais essayer de trouver l'information directe, par exemple, en regardant juste ici. Si là, je vois pas l'information dans les trucs, ça ne m'intéresse pas et j'y vais pas. Sauf que le souci avec ça, c'est que je risque de louper des informations assez intéressantes. Donc, si par exemple, là derrière, je rajoute Wargames, ici, on a par exemple un article du Télérama, là, on a le monde informatique. Comment les hackers russes? Bon, hackers russes, ça ne nous intéresse pas. Piratage informatique, non. Maison Blanche, bon, bref. Alors, je sais plus exactement, on va retourner directement à 4 minutes 02 de la vidéo pour être sûr de l'information. Voilà. J'avais cherché Wargames, Maison Blanche, loi informatique. Donc, si on retourne, alors, on peut regarder quand même hein, ce qui se passe là. Donc, Blockbuster, en 83, donc Ronald Reagan reçoit les conseillers militaires à la Maison Blanche, machin bidule. Bidule, bidule, là on voit des informations qui se passent. Hacking. Donc là, il raconte un petit peu l'histoire. Côté américain, donc là, on voit qu'il y a marqué la NSA. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Là, on voit, c'est ainsi que 18 mois plus tard, naquit la première directive présidentielle sur la sécurité informatique. Donc là, on peut voir qu'elle s'appelle la NSDD 145 ou National Policy on Telecommunications and Automated Information Systems Security. Donc là, on a notre information. Apparemment, la première directive présidentielle sur la sécurité informatique, elle s'appelle la NSDD 145. Donc on peut aller voir plus d'informations sur celle-ci. Donc, premier lien, National Security Decision, ok, 145. On peut voir que donc, elle a été faite à la Maison Blanche, Washington, le 17 septembre 1984. Donc, on pourrait croire que la réponse, c'est cette date-là, sauf que, attention, c'est quand est-ce qu'elle a été déclassifiée, pas quand est-ce qu'elle a été émise. Enfin, quand est-ce qu'elle a été mise en circulation.
Ici, elle a été votée, mise en place le 17 septembre 84, mais elle n'a pas été release en 84. Ici, donc, on a l'explication de à quoi ça correspond, et en haut à gauche, on a la version PDF. Quand on va cliquer dessus, alors attendez, déjà, je vais repréciser ici mon Whooper pour être bon, voilà, Whooper. Et ici, on a une version White House, exactement la même indication. Donc, en fait, si on regarde ça, c'est la traduction de ce qui a été là, sauf que là, c'est en PDF, alors que là, c'est en version texte. Enfin, version TXT, quoi. HTML classique. Et ici, on peut voir, donc, au début, c'était confidential, ça a été barré, et maintenant, c'est unclassified, donc déclassifié. C'est la version qu'on cherche. Sauf que le problème, c'est que maintenant, il faut trouver quand est-ce qu'elle a été déclassifiée. Donc, on pourrait faire un truc débile en allant regarder sur la Wayback Machine. Peut-être qu'en fait, la première fois où elle a été, comment ça s'appelle la première fois où elle a été enregistrée, où elle a été archivée, c'est la date de publication. Donc on regarde, en fait, c'est le 4 octobre apparemment, 2021. Sauf que, bon, on n'est pas sûr de ça, parce que peut-être qu'en fait, elle a été mise en ligne beaucoup de temps après, mais qu'elle a été déclassifiée avant. Donc on continue, on regarde. Là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Là, il y a du declassified, machin, bidule, unclassified. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a declassified slash released on. Donc elle a été déclassifiée cette date-là. Donc 12/7/92. Alors attention, parce qu'ici, on nous demande en année, mois, jour. Si on tente de faire l'inverse, donc on se dit que là c'est le jour, le mois et l'année, donc on va rendre quelque chose qui va être 1892, le mois c'était 07, et le jour c'était le 12, si on regarde ici. C'est cohérent. Il y a bien 1992, ça passe, le mois numéro 7, c'est juillet, ça passe, et le jour 12, on est bon. Sauf que si on tente de répondre ça, c'est la mauvaise réponse. Ah, pourquoi? Parce que, faut savoir que c'est un document qui a été release par, alors je sais pas si la NSA, mais la Maison Blanche, États-Unis. Si on tape format, date, USA, qu'est-ce qu'on a? On voit que, principalement, c'est en mois, jour, année. Donc si on regarde ici, là, ça pourrait être le mois, là, le jour, et là, l'année. Et c'est cohérent, parce que 12, c'est décembre, c'est le maximum. Si on avait eu un 13 ici, ça aurait pas été possible, mais là, comme les deux sont possibles, les deux peuvent être des jours et les deux peuvent être des mois, eh ben on va essayer mois, jour, année. Donc c'est 92, 12, 07. On va essayer ça. 12, 07, on inverse, et on a réussi le challenge. Donc voilà, là c'était la solution pour l'exercice de la veille, le challenge précédent, et aujourd'hui on va s'attaquer à celui-ci qui se nomme tricot, avec un joli chien, avec un joli tricot, et on nous dit la chose suivante. Donc c'est pas une image. Alors, attendez, je vais fermer ce qui ne m'intéresse plus. Donc ça c'était le challenge d'hier, paf, 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 voilà. Ça c'était le challenge d'hier, donc on va attaquer le challenge d'aujourd'hui. Et donc là c'est une photo d'illustration, enfin ce n'est pas justement une photo d'illustration, donc on va potentiellement pouvoir utiliser cette photo pour obtenir des informations. Et on nous dit la chose suivante. Donc en cette journée internationale du pull de Noël, donc apparemment aujourd'hui le 15, on est à la journée internationale du pull de Noël, on décide de tricoter ce pull pour votre coqueur préféré. Bon, déjà faut aimer cette race de chien, mais bref, c'est un autre débat. Donc, ok, on décide de tricoter. Donc ça va parler de tricot, d'où le nom du challenge également. Combien obtenez-vous en additionnant, donc il va falloir faire une multiplication, n'importe quoi, une addition, un petit plus, l'année de création de la journée internationale du pull de Noël. Donc là, il faut d'abord récupérer l'année de création, et le nombre de mailles qu'on doit monter pour commencer notre ouvrage. Notre ouvrage, c'est ce pull-là pour notre coqueur. Alors, déjà, on va pouvoir faire quelques recherches. On va déjà commencer par l'information la plus simple à trouver, qui est l'année de création de la journée internationale du pull. Et ensuite, on passera au tricot. Donc, alors avant de commencer, je tiens à dire que, donc avant, donc là on est 9h ce matin quand je tourne la vidéo. Avant, j'ai fait ce challenge-là aujourd'hui, je l'ai réussi. Et je l'ai réussi grâce notamment à une méthodologie que m'a été proposée par Silverbike, qui est sur le channel, enfin le serveur Discord Ozint avec un Z. Ozint.eu, c'est également ceux qui font partie, enfin quelques membres de Ozint qui ont participé à la création justement de cette plateforme de calendrier de l'Avent Ozint.
Et du coup, dessus, donc je lui ai dit que, parce que j'ai précisé que j'avais du coup réussi le challenge de la veille, le 14, et j'ai dit que c'était frustrant pour moi de, à chaque fois, rater une information parce que je me focusais pas sur la bonne ou que j'allais trop vite ou quoi que ce soit. Et du coup, il m'a donné une petite indication, une petite astuce qui est de, en fait, vraiment faire une sorte de mind map et de poser toutes les informations que j'avais pour faire les liens entre eux pour avoir une vue beaucoup plus globale. Alors, ça peut paraître bête dit comme ça, peut-être que tout le monde y a pensé avant, mais c'est vrai que je me suis dit, les mind maps, ça peut être utile potentiellement pour des challenges un peu plus compliqués, mais pour des challenges journaliers comme ça, je me suis dit, bon, la flemme de faire un truc, vraiment, c'est pas utile. Sauf que pour celui d'aujourd'hui, j'en ai fait une, et vous allez voir que ça m'a vraiment débloqué. C'est vraiment une dinguerie à quel point c'est utile parce que ça permet de poser les informations au clair et surtout de réfléchir. Moi, alors, peut-être pas pour tout le monde, mais je suis pris un peu dans le piège en mode je fais des vidéos sur le truc quotidien, donc j'ai un petit peu la pression de le réussir le jour même. Parce que sinon, ça décale les vidéos et les gens qui veulent regarder la vidéo pour avoir la solution, ils l'ont pas directement. Donc, bref, je me mets une petite pression à moi tout seul comme ça en voulant faire des vidéos le jour même. Et du coup, j'ai tendance à vouloir aller trop vite et à essayer de résoudre le challenge le plus rapidement possible, pas sortir la vidéo à 23 h pour que les gens puissent la voir. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ben, je loupe des informations cruciales qui peuvent me permettre de résoudre la solution, de résoudre le challenge, enfin de trouver la solution de résoudre le challenge. Et du coup, là, aujourd'hui, je me suis dit, ok, je me pose. Grâce à Silverbyte, en plus, il m'a donné le nom de l'outil qui s'appelle Excalibro. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un outil entièrement en ligne qui peut être collaboratif et qui nous permet de faire des mind maps. Alors, attention quand même aux informations qu'on met dessus, vu que c'est en ligne, attention à pas devoir mettre des informations confidentielles dessus et qu'elles soient retrouvées. Mais je crois que de ce qu'il avait dit également, on pouvait le host sur notre propre serveur ou en local. Donc, ça pose pas de problème, on peut l'utiliser. Donc voici globalement à quoi ça ressemble. Hop, donc on peut voir que c'est extrêmement facile d'utilisation. On peut mettre des carrés, on peut changer la couleur, on peut changer le fond, les différents styles. On peut mettre différentes formes, on peut mettre des flèches, on peut mettre du texte. Donc voilà, machin, on peut écrire, on peut faire pas mal de choses, on peut revenir en arrière. Et on peut également collaborer. Donc c'est vraiment un outil très pratique. Voici la tête de la solution du jour. Donc j'ai commencé, on va regarder hop, au fur et à mesure. Donc là, c'est le point d'entrée. Au début, on a ceci. Bon, ok. Maintenant, donc, obtenant la création, alors on veut obtenir l'année de création de la journée internationale du pull de Noël. Donc déjà, j'ai défini deux chemins. La première, c'est déterminer, parce qu'on a deux questions. La première, c'est déterminer quelle est la journée internationale du pull de Noël. Et le deuxième, c'est déterminer le nombre de mailles qui sont nécessaires. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on va partir déjà du côté gauche, la journée internationale du pull de Noël. Donc du coup, truc classique, je fais une recherche Google, journée internationale pull de Noël origine. Donc on va chercher ça, journée internationale pull de Noël. Donc ici, on peut voir que déjà on a quelque chose, on a un premier article de TF1 qui nous dit que ce vendredi, donc le vendredi 15, c'est, en cette année 2023, c'est les 12 ans de l'instauration de cette tradition. Bon, pas besoin d'aller dessus, on ne verra pas plus d'informations, mais c'est les 12 ans. Donc, 2023-12, 2011. Donc là, on se dit, 12 ans, machin, ce pull de Noël, machin, depuis le 2011. Donc, on veut vérifier l'information de ce que nous dit TF1. Bon, a priori, c'est une source d'information fiable, mais on ne sait jamais, on va essayer de croiser nos sources pour vraiment être sûr que c'est bien de 2011. Donc, ici, il nous parle de la journée, machin, mais on n'a pas plus d'informations. Donc, si on tape origine, par exemple, ici, on a la page Wikipédia du pull de Noël. Le fameux pull de Noël, machin bidule, donc c'est ces fameux pulls-là. Alors, soit ils sont beaux, soit ils sont moches, c'est à l'appréciation de chacun, mais en soi, ça ne laisse pas indifférent. Et ici, on a l'histoire, donc l'origine, aux années 80, machin bidule, ok. En 2011, on apprend que Amazon rapporte une augmentation de 600, donc les gens s'y intéressent de plus en plus. Et ensuite, en dessous, on a la journée mondiale, et on voit que depuis 2011, tous les mois de décembre, enfin tous les mois de décembre de chaque année, on voit se dérouler la journée mondiale du pull moche, au cours de laquelle diverses célébrités du monde du spectacle exhibent ce vêtement que les médias qualifient volontiers de kitsch, ou de ringardissime, ou même de cauchemar en 3D. Donc, la journée mondiale,
c'est bien le 15 décembre, aujourd'hui, et nous sommes... Et ça a été mis en place à partir de 2011. Donc on a bien vérifié l'information. Journée mondiale, on sait que c'est bien 2011, donc on a notre premier élément de réponse. Ok. Maintenant, la partie un peu plus compliquée. Donc là, on a fait la première branche. On va partir sur l'autre branche qui est le nombre de mailles. Donc, via cette photo, on va devoir trouver le nombre de mailles. Mais déjà, on nous donne les informations suivantes. Ce pull pour notre coqueur adoré. Donc, on doit tricoter ce pull pour notre coqueur. À savoir, est-ce que sur cette photo, c'est un coqueur ou pas? Si on regarde, on fait reverse image search dessus. Ici, donc ça, on peut quitter. Là, on peut voir que, bon, il y a différentes sources qui ressortent, dont ces deux premières, qui sont exactement, enfin, la première, c'est exactement ce pull-là. La deuxième, ça a l'air d'être le même pull, avec une photo qui a été prise un peu plus de côté. Ok. Donc, on va ouvrir ces deux photos-là. Enfin, ces deux sites-là. Le premier, on arrive sur celui-ci, et en fait, hop, celui qu'on recherche. Et en fait, bah, on arrive au domaine, donc on peut fermer. Ok. Là, maintenant, on arrive sur un site, apparemment, qui nous donne les patterns pour pouvoir réussir à récupérer, enfin, à faire, de notre côté, ce design de pull. Donc, si on descend un petit peu, on peut voir qu'il nous donne les diagrammes avec tous les points à faire au niveau du tricot. Alors, tricot, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça se fait, enfin, comment on doit en faire, quelles sont les techniques. Et si on commence à regarder vite fait ici, on peut voir qu'il y a plein de mesures différentes, ça parle de STS, on ne sait pas ce que c'est, ça parle de centimètres, ça parle bon, bref. On a l'impression qu'il faut faire un bac plus 5 pour essayer de comprendre les termes, le vocabulaire qui est utilisé pour le tricot. Surtout qu'il y a plein de tailles différentes, il y a des grammes de laine, il y a des couleurs, il y a des traits, enfin, il y a des lignes, il y a des tailles, il y a des sizes, on ne comprend absolument rien. Donc, première étape, ça va être essayer de comprendre, on va dire, un peu plus le vocabulaire qui est utilisé par rapport au tricot. Donc, ici, on a un chien. Est-ce que le chien qu'on a là, est-ce que c'est un cocker? Bah, simplement, on va aller chercher sur Google Images cocker. Alors attention à ce qu'on écrit parce que ça peut vite partir dans les recherches qui ne sont pas appropriées. Donc si on recherche image cocker, ici, on peut voir que ça ressemble à ça. Donc c'est des chiens avec des poils, alors je vais peut-être mi-long, c'est un petit peu long quand même, mais avec des grandes oreilles tombantes. Ici, c'est pas du tout ça. Là, ça a l'air d'être, je sais pas, un caniche, un bichon. Je sais, j'y connais rien en chien, mais ça a l'air d'être un chien un peu frisé. Il n'a pas forcément des grandes oreilles et qui est frisé. Ici, on peut voir que les poils sont beaucoup plus longs, ça a des grandes oreilles qui tombent, donc c'est pas du tout la même race de chien. Donc ça, c'est pas un cocker. Donc il va falloir faire attention par rapport à ce qu'ils nous disent en fonction des tailles et ce genre de choses. Voilà, donc là, on peut voir taille S, bichon frisé, ça a l'air d'être ça. Donc ici, ça a l'air d'être un bichon. C'est pas du tout un cocker. Mais du coup, ok, vu que les tailles, peut-être qu'on peut se dire que les tailles pour ce chien, ce sera les tailles d'un bichon, on va devoir voir les tailles d'un cocker. Donc ici, déjà, comme j'ai dit juste avant, on va valider la race du chien. Cocker, ça ressemble à ça. Et du coup, si on cherche également le terme cocker, on va voir qu'il y a différents cockers, noms de cocker. Il y a cocker spaniel et cocker anglais. Et là, on se dit, ok, bah déjà, s'il y a deux types, enfin deux races de cocker, peut-être qu'elles ont des dimensions ou des choses différentes entre eux. Donc, quelles sont les différences entre ces deux cockers? Et en fait, si on va sur un chien, enfin, on va sur le site qui s'appelle Ami du cocker, donc slash vrai nom du cocker anglais, on voit que en fait, il nous explique que, en fait, cocker anglais, les gens qui appellent cocker anglais, c'est parce que le cocker, bah, il vient d'Angleterre, donc évidemment, cocker anglais, c'est bon. Mais pourquoi on dit cocker spaniel? Parce que spaniel, c'est la traduction de épagnol, et en fait, bah, un cocker, c'est un épagnol anglais. Donc en fait, cocker spaniel ou cocker anglais ou cocker spaniel anglais, c'est la même chose. Donc en fait, cocker, qu'on trouve le terme spaniel ou autre, ou anglais, c'est exactement la même chose, donc ça n'a aucune importance. Donc ça permet de clarifier, parce que peut-être que, j'ai n'importe quoi, les cockers anglais, si c'était deux races différentes, cocker anglais et cocker spaniel, peut-être que l'anglais, il avait plus, je sais pas, il était plus grand que le cocker spaniel, ou inversement. Et du coup, là, ça nous permet de valider qu'il y a une seule race de cocker. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de trouver les dimensions. Donc pour trouver les dimensions, j'ai tapé taille cocker
chien ou un truc comme ça. Et du coup, on arrive sur le site tariz.com/fr/mesurer le chien. Et pour là, on a plein de races de chiens différentes avec leur poids, la hauteur des épaules, le tour de cou, la longueur du dos et le tour de poitrine. Ok. On regarde la ligne pour le Cocker Spaniel et on voit que bon, il fait entre 13 et 15 kg, on va dire. Et on voit à peu près la hauteur des épaules, c'est tout autour d'entre 40 et 50 cm, on va dire, pour faire très large par rapport à tous ces éléments-là. Donc ok, on a déjà des dimensions. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on va trouver sur les différentes choses? On peut voir du coup que maintenant on va devoir chercher la référence du pull. Maintenant qu'on a les informations sur le chien, donc la référence du pull, c'est ce que j'avais fait au début. On va faire une recherche d'image inversée et on va arriver sur ce site-là. Sur ce site, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ici, on peut voir que il propose à chaque fois 4 tailles différentes par rapport aux mesures des chiens. Le premier, c'est le XS, donc la taille la plus petite, c'est à chaque fois le premier élément. Ensuite, on a le S, qui est le deuxième élément, le M, troisième, et le L, quatrième. Ok. Maintenant, dans quelle mesure, au niveau du cocker, quelle est la taille de la race de notre chien? On peut voir qu'ici, il donne des exemples, et qu'on voit que pour le Cocker Spaniel, donc on a vu juste avant que le Cocker Spaniel ou Cocker anglais, c'est la même chose, donc on va juste se baser sur le Cocker, il est de taille M. Ok, donc taille M, ça veut dire qu'on doit prendre à chaque fois le troisième sur le quatrième. Donc là, ils nous disent que au niveau du buste, c'est à peu près 50-54 cm, et que le dos, c'est 40-42. On peut vérifier avec les informations qu'on avait ici. Taille du dos, 42-47, et il nous disait 40-42, bon, c'est à peu près cohérent. Et ici, tour de poitrine, 50-55, là on est à 50-54. Donc c'est cohérent aussi. Les deux résultats sont cohérents, donc on sait que les valeurs qu'ils nous donnent ici sont à peu près bonnes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? On voit que à chaque fois, on voit qu'il y a les 4 valeurs pour les 4 sizes différents. Donc là, nous, on doit prendre 150 de grammes, 50 grammes de couleur numéro 48, qui est couleur rouge vin. Donc c'est celui-ci, j'imagine. On doit prendre 50 grammes de couleur numéro 1, qui est du blanc neige. Et on a 50 grammes de couleur numéro 33, qui est du rose moyen, qui est ici. On peut voir à chaque fois le petit rose, qui est très joli. Et du coup, on nous dit que donc, circular needle, donc on va avoir besoin d'aiguilles pour planter, machin, bidule. Il faut 40 cm pour les sizes S et M. Bon, ça ne donne pas plus d'informations. Et du coup, si on descend, on peut voir que les patterns. Donc là, le pattern A1, là, il donne l'exemple pour pattern A1, mais on va devoir modifier ça en fonction de la taille de notre chien, de notre race. Ici, le pattern A1, c'est le XS, donc pour le XS, il va falloir faire ça. Et on nous donne également la disposition de tous les points, de toutes les mailles, quelle couleur il faut mettre. Ici, pour le S, forcément, ça va être un peu plus grand. Le M, encore un peu plus grand. Et le L, encore un peu plus grand. Donc, si on a toute notre journée devant nous et qu'on n'a pas envie de rechercher l'information, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait calculer toutes les mailles une par une. 1, 2, 3, 4, 5, pour savoir combien de mailles pour notre M il nous faut. J'ai pas ce temps-là, donc on va prendre une méthode beaucoup plus rapide qui va juste consister à lire les informations. Donc, ici, on nous dit jumper, machin bidule, ok. Donc ici, STS, on ne sait pas ce que c'est. Si on cherche la traduction de what is STS, on va mettre tricot. Alors je ne sais pas si en anglais, voilà. Mais abréviation tricot anglais-français, involving 3 STS. Donc en fait, STS, ça veut dire stitch. Et qu'est-ce que le stitch en tricot? Donc si on cherche par exemple sur Google Translate, si on cherche stitch, on voit qu'en fait c'est un point. Et en tricot, si on fait la différence et qu'on cherche maille tricot, en fait on voit que ça s'appelle knit mesh, knit mesh, et qu'en fait stitches avec un S, en fait c'est les mailles, c'est les points qu'on doit mettre. Donc ça correspond à la même chose. Stitches égale maille. Donc ici on nous dit que au début on doit avoir 64 points pour comment ça s'appelle, 64 points pour les XS ici parce qu'on a toujours les 4 tailles qui sont précisées. On a 92 points pour
les S, 112 points pour les médiums et 140 pour les larges. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 112. Mais est-ce que... Parce qu'au début, alors là, on se dit la solution, c'est 112. Ok. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé ChatGPT, parce que ça peut être une méthodologie comme une autre. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé ChatGPT pour essayer de comprendre par rapport à ça. Parce que avant, j'avais pas... Alors, on va dire que j'ai été un mauvais élève, je suis passé assez rapidement là-dessus, et j'avais pas fait gaffe au début que la size, enfin, il y avait 4 sizes différents, et que les 4 sizes correspondaient aux 4 possibilités différentes. Au début, j'avais vu que quelque chose comme ça, et j'étais en mode, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Est-ce qu'on doit faire 64 plus 92 plus 112 plus 140? Est-ce que je dois prendre que le dernier? Est-ce que je dois prendre le premier? Je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai posé la question suivante à ChatGPT. Je lui ai dit, quand on parle de tricot et de mailles, que signifie ce nombre de mailles? Et ensuite, je lui ai donné un texte que j'avais récupéré, pareil, dans un article, qui donnait la chose suivante. Donc là, on peut voir que c'est M pour maille, alors qu'en anglais, ça aurait été STS. Et du coup, je lui demande, est-ce que il y en a 52, puis 72, puis 92? Est-ce qu'on en a au total 92? Est-ce qu'on doit additionner machin bidule? Et là, en fait, ChatGPT, il me donne la solution suivante, qui me dit que, en fait, ce qu'on donne ici, donc 52, 72, 92 mailles, en fait, c'est si on doit tricoter la plus petite taille, on prend le premier, la médium, la deuxième, et la plus grande, c'est 92. C'est exactement ce qu'on a vu ici et ce qu'on a déduit en lisant la chose. Donc, ChatGPT, apparemment, est un pro du tricot, et il nous a permis de comprendre un peu plus. Donc là, en l'occurrence, ici, ça nous permet de comprendre. Si jamais on était passé trop vite et qu'on arrivait directement sur cette info-là, ou alors peut-être que, par exemple, on cherche sur Google tricot, chien, pull, plutôt, on arrive sur, par exemple ici on arrive sur des blogs qui nous expliquent comment tricoter pour le chien. Là, il nous explique taille M, médium, machin bidule, échantillon, ok. Alors bon, vous remarquerez que ce genre d'article, ça brasse de l'air un max, parce que ça nous dit les choses qu'il faut faire, mais ça ne donne pas d'exemple, ça ne nous dit pas comment le faire. Ça nous dit, ok, bah calculer l'échantillon, d'accord, comment on calcule l'échantillon? Bah ils nous le disent pas. Ok, calculer le tour de poitrine, machin, comment on doit le faire? On sait pas. Bon, bref, ainsi de suite. Alors, ça prend un peu de temps, mais bon. On peut retrouver dans des articles ce genre de formule, mais ils ne nous expliquent pas à quoi ça correspond. Donc là, ChatGPT, ça nous permet de comprendre ça. Après, ici, on aurait pu le comprendre, comme je dis juste avant, juste en lisant ici, et on avait notre solution. Donc ensuite, on se dit, ok, ça a l'air d'être 112. Donc, ici, on regarde 112. On voit que pour le XS, c'est 64. Pour le S, 92. Pour le M, 112, machin. Donc on se dit, ok, ça a l'air d'être 112. On fait notre petit calcul de 2011 plus 112. Ça fait 2123. Du coup, 2123, on teste ici notre réponse. 2011 plus 112, 2123. On répond. Et on a réussi le challenge du jour. Donc, ce qu'il faut retenir, posez, faites des mind maps, posez les informations que vous avez pour les visualiser, pour que ce soit beaucoup plus simple. Et finalement, on arrive très facilement à... Alors, très facilement, oui, tout est relatif, hein, mais on arrive en tout cas plus facilement que si on faisait tout à la tête, comme je le faisais depuis le début. Donc, désormais, encore une fois, merci à Silverbike et à toute la communauté. Ça montre aussi que bah, on en apprend tous les jours, et que s'il y a toujours des enseignements à apprendre d'autres personnes. Donc, c'est toujours important de rejoindre des communautés, de partager, d'expliquer, ne pas avoir peur de se tromper. Parce que moi, les vidéos, j'ai pas honte de dire que dans telle ou telle vidéo, j'ai pas réussi à résoudre parce que soit j'ai pas passé assez de temps dessus, j'ai pas été assez attentif, ma méthode était pas bonne. Donc, vraiment de l'amélioration continue, comprendre pourquoi on n'arrive pas à telle ou telle chose, essayer de récupérer, enfin de voir ses erreurs et de les gommer, de s'améliorer pour par la suite ne plus avoir à les refaire. Donc aujourd'hui, leçon à retenir, utiliser des mind maps, c'est ultra important pour faire les liens, voir si on n'a pas loupé d'informations, et essayer d'être le plus exhaustif possible sur toutes les sources qu'on trouve et toutes les informations qu'on récupère. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser toujours le petit pouce bleu, ça fait plaisir, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, bye bye.